exister. C'est un diktat savoureux que le diktat de devoir être belle. Il est savoureux à plus d'un titre. Premièrement, il s'agit d'une condition sine qua non du droit d'avoir le minimum de crédit en société. La beauté est censée provoquer un intérêt pour la beauté, et la beauté c'est pas un gros mot, la beauté. Sauf quand elle devient le passeport pour exister, c'est-à-dire le propre de la condition féminine au XXIe siècle. Ça se traduit précisément par l'oubli total, l'éradication, je dirais, de la femme âgée, de la représentation du corps de la femme âgée. Lorsqu'on dit ça, on a une équation qui nous vient toujours en tête. Beauté égale sexualité égale reproduction. Finalement, cet idéal du corps qui doit avoir de la valeur que parce qu'il est jeune, c'est qu'il est capable d'enfanter. Ça rejoint cette frénésie de contrôler la capacité d'enfanter des femmes. Ça passe par un critère où c'est les esclaves eux-mêmes qui vont s'attribuer les vertus nocives de leur propre esclavage. C'est de l'auto-esclavage. Je te mets dans la tête que tu dois être belle, et ensuite j'ai même plus besoin de te contrôler, tu te contrôleras toute seule. Et tu voudras ne jamais vieillir, la moindre ride sera vécue comme quelque chose de dramatique, alors qu'on pourrait très bien magnifier la beauté de la femme mûre, la beauté de la femme âgée. Les femmes de 90 ans sont resplendissantes de vie, sont magnifiques. Elles n'existent pas dans la sphère médiatique, mais elles auraient tout à fait leur légitimité, comme les hommes d'ailleurs. Mais cette idée que chaque femme doit porter en germe sa propre aliénation sous forme de beauté est d'autant plus insidieuse que comment nous allons vouloir ne pas être belle. Ça s'est fait dans les années 70, l'idée qu'on va nier, ne pas se maquiller, etc. Mais c'est pas de cette beauté-là qu'il s'agit, c'est beaucoup plus profond. C'est une beauté qu'on vous impose qui est de l'ordre de la disponibilité aux hommes. Donc un féminisme conséquent du XXIe siècle nécessite de passer par cette case fondamentale de la redéfinition de la beauté féminine par les femmes. Une femme qui se sent belle ne doit pas se sentir belle devant un miroir masculin. Elle doit concevoir son propre miroir et trouver une satisfaction à percevoir que ce qu'elle fait jaillir dans le monde, son apparence, correspond à ce qu'elle est authentiquement et sa signature existentielle. La plupart des femmes aujourd'hui cavalent derrière une beauté qui a été conçue par les hommes. Est-ce qu'un féministe du XXIe siècle ne pourrait pas inventer l'image de la femme, une femme rayonnante, une femme en prise avec le monde, mais une image créée par les femmes, pour les femmes, au plus près de leur authenticité, au plus près de leur vie, au plus près de leur quotidien. On a toujours cette idée de la trophy wife, on dit en anglais, trophy wife. J'ai ma femme, je montre ma femme, elle doit être belle aussi parce qu'elle est un instrument de communication avec mes collègues. Parce qu'elle est un instrument de communication beaucoup plus performant qu'un iPhone ou qu'un smartphone ou qu'un BlackBerry. Elle est un instrument de communication qui permet de montrer mon pouvoir. J'ai une belle femme, donc je suis puissant. Voilà l'équation suprême. Et voilà pourquoi on veut que vous ayez ce logiciel de beauté, encore une fois, comme bien consommable, c'est-à-dire comme ornement des hommes. Une des meilleures façons de ringardiser les choses, c'est très facile. Vous inversez hommes et femmes dans l'équation. Et vous imaginez ce que ça donnerait si on faisait la même chose avec les hommes. Prenons un exemple. Les cougars. Que sont les cougars? C'est des femmes qui ont un désir fort, ambition, désir, érotisme, pour des hommes qui sont plus jeunes, c'est-à-dire non encore formés. En fait, c'est pas de sexualité qu'il s'agit, c'est d'éducation. En fait, on veut bestialiser. Cougar, c'est une bête, c'est un puma. Hein. Et les hommes victimes, soi-disant victimes des cougars, hein, les hommes comme ça, ce sont les lionceaux. Donc on bestialise tout ça, on le met au rang de l'animalité. Première chose. C'est pas de sexualité qu'il s'agit, c'est d'amour. On bestialise la cougar en voulant faire croire qu'elle ne veut que de la sexualité. Mais elle ne veut pas que de la sexualité. Effectivement, il y a une part de sexualité et une part de gourmandise de vie. Mais il y a aussi une part d'éducation. Aussi bien la gamine de 20 ans, inversons les choses, regardisons la chose. L'homme de 60 ans avec la gamine de 20 ans, on élargit encore plus l'écart. Ça ne nous choque pas tant que ça. L'homme de 55 ans avec la femme de 25 ans, eh ben, ils ne sont pas bestialisés. C'est tout à fait normal. Il a le pouvoir de l'argent, il a le pouvoir de l'âge, elle est sous son contrôle, les choses roulent bien. La seule éducation qu'il pourra lui donner, c'est « continue comme ça ma poule ». Alors que l'éducation que la cougar va donner à un jeune homme de 30 ans, ça ne sera pas du tout « continue comme ça mon gars ». Ça sera « regarde ma vie, regarde comment j'élève mes enfants ». Quel autre homme, à part le lionceau victime de la soi-disant cougar, peut apprendre concrètement ce que c'est d'élever un enfant de 15 ans, ce que c'est d'avoir un dialogue avec cet enfant, tout le temps domestique, tout le temps de sociabilité qu'il faut allouer pour élever un enfant. Alors, le phénomène de la cougar et de cette bestialisation
vise en fait à toucher un tabou qu'il faudra dépasser dans un féminisme du XXIe siècle. Le dialogue intergénérationnel. Et là, c'est proprement nouveau. André Michel, Lucie Rigaret, il y a beaucoup de livres qui ont parlé de ça. Mais véritablement, il faut travailler l'intergénérationnel. Il ne faut pas croire que le féminisme est une question de génération. C'est la femme âgée qui discute avec le jeune homme. C'est l'homme âgé l'homme très âgé, qui dit « Mon fils, peut-être que j'ai fait des erreurs », qui dans un mea culpa, pour le coup féministe, revient sur son sexisme. Un homme qui nous fasse le bilan de son sexisme, de l'âge de 18 ans à l'âge de 80 ans. Une sorte de bilan de ses faits d'armes en matière de discrimination liée au sexe. Ce serait formidable, un magnifique documentaire, un magnifique matériau pour réfléchir. Donc finalement, dans l'idée de la cougar dédigitalisée pour qu'elle ne rencontre pas le jeune homme et qu'elle lui retourne la tête, il y a l'idée d'une éducation qui passerait à travers les générations. Je pense qu'une des solutions pour ce féminisme, c'est de se concentrer non pas sur la jeune femme de 30 ans, mais sur la femme qui vient de divorcer. Je crois vraiment qu'il y a une parole à récolter, c'est les femmes qui ont divorcé avec parfois des difficultés. Les hommes aussi, c'est difficile, hein. Je suis pas en train de dire que les hommes sont toujours les bourreaux et les femmes toujours les victimes. Mais simplement, elles ont des choses à dire et on les entend pas. Sur comment ça s'est passé, sur pourquoi on en arrive là, à une rupture alors qu'on a des enfants ensemble. Ce serait une parole intéressante, c'est la parole que j'ai tout le temps sollicitée quand j'ai écrit mon livre, l'homme expliqué aux femmes. J'ai demandé aux femmes de 60 ans de m'expliquer l'homme, beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de longueur de vue, et on voit bien comment les choses peuvent se dégrader.